Okay, I wanted to know how long you have been working on this trial. If I read that you were also already working in 2003, 2004. So how long and when have you started? And mainly, especially since Laurent Gbagbo had called on the ICC to investigate the grave human rights abuses after the coup d'etat in 2002. I was wondering why there was a non-activity up to 2006. D'accord. Alors il y a deux moments qu'il faut retenir, je pense. Le moment actuel, c'est le moment d'une enquête qui concerne la situation en Côte d'Ivoire, qui a donc commencé le 3 octobre 2011, après avoir obtenu l'autorisation des juges de la Chambre préliminaire. Donc nous sommes maintenant dans une phase d'enquête. Avant ce moment-là, effectivement, nous avions reçu dès 2003 une déclaration d'acceptation de compétences de la Cour qui avait été envoyée par les autorités ivoiriennes de l'époque et qui donnait compétence à la Cour à partir de septembre 2002, les incidents en particulier du 19 septembre 2002. Donc nous étions dès lors compétents théoriquement pour travailler sur la situation en Côte d'Ivoire et nous avons immédiatement, dès 2003-2004, donc le début du fonctionnement du bureau du procureur, commencé ce qu'on appelle un examen préliminaire de la situation. Donc la situation en Côte d'Ivoire faisait partie des différentes situations sur lesquelles nous travaillions en vue d'évaluer si oui ou non il fallait ouvrir une enquête. Dans cette période-là, entre 2003, 2004 et jusqu'à la situation qu'on connaît maintenant des violences post-électorales en 2010-2011, nous avons analysé l'information, nous avons recherché des informations additionnelles, nous avons essayé à plusieurs reprises de nous rendre en Côte d'Ivoire pour évaluer l'existence d'informations additionnelles, pour pouvoir discuter avec les autorités nationales sur ce qui pouvait être fait. Mais j'ai vu que la première fois c'était 2006. Donc on parle quand même 2002-2006, c'est 4 ans. Pourquoi dans ces 4 ans il n'y a pas eu une action, une intervention? Alors, je ne sais pas ce qui constitue la base de la discussion sur 2002. En 2002, il y a des incidents en septembre. En 2002, la Cour existe depuis le 1er juillet, mais elle n'est pas opérationnelle. La Cour pénale internationale ne commence à être opérationnelle qu'avec l'arrivée des juges et du procureur à la mi-2003. Le bureau du procureur commence à travailler réellement à partir de l'arrivée du procureur au mois de juin 2003. Donc d'ores et déjà, il n'était pas possible de travailler avant sur une situation puisque nous n'existions pas. Donc à partir du moment où le procureur arrive, où ses équipes commencent à être constituées, nous commençons à travailler sur cette situation, nous commençons à rassembler des informations. Par ailleurs, la déclaration d'acceptation de compétences du gouvernement ivoirien de l'époque est arrivée très tard à la Cour pénale internationale. Elle est soi-disant de 2003, mais elle est arrivée très tard dans l'année au niveau du bureau du procureur. Ce n'est qu'à partir du moment où, dans la mesure où la Côte d'Ivoire n'était pas un État partie au statut de Rome, ce n'est qu'à partir du moment où nous recevons cette déclaration d'acceptation que nous pouvons réellement commencer à travailler. À partir de ce moment-là, nous essayons de rassembler des informations sur cet incident, ces incidents de 2002 en particulier. Et puis ensuite, nous suivons de près la situation, les incidents en 2003, des incidents en 2004. Et nous nous disons, bon, nous devons passer à l'étape supplémentaire, nous devons aller rencontrer les autorités ivoiriennes, puisqu'il semble que rien ne soit fait au niveau national, il faut que nous travaillions là-dessus. Et nous commençons à demander à aller rencontrer les autorités ivoiriennes. Et ça n'est pas possible. Nous n'avons pas obtenu de réponse à nos demandes, nous avons obtenu des réponses qui ont été retardées, des réponses qui ne nous ont pas permis de nous rendre en Côte d'Ivoire dans de bonnes conditions. Mais c'était beaucoup plus tard, en 2006. Ensuite, nous avons pu nous rendre en Côte d'Ivoire à 2 reprises pour discuter avec les autorités nationales et continuer notre examen préliminaire. Pourquoi vous n'avez pas ouvert une enquête officielle? Parce que cet examen préliminaire était en cours. Vous savez, c'est la même chose dans la plupart de nos situations. En dehors de cas très précis où l'information disponible sur la gravité des crimes, sur les responsabilités éventuelles et sur l'absence de procédure est très claire, nous prenons le temps d'examiner une situation donnée. Si vous prenez la situation aujourd'hui en Colombie, nous avons ouvert un examen préliminaire de cette situation depuis de nombreuses années et nous n'avons pas décidé jusqu'à aujourd'hui d'ouvrir une enquête parce que nous estimons qu'il faut continuer notre travail en collaboration avec les autorités nationales d'évaluation, de suivi, d'observation, d'analyse de la situation. Mais pour le Kenya, par exemple, les choses sont allées beaucoup plus vite. Oui, alors il n'y a pas de règle universelle. S'agissant du Kenya, nous avons eu un examen préliminaire qui a duré un certain temps. Nous avons suivi les efforts
mises en œuvre par les autorités nationales pour essayer de créer un mécanisme judiciaire qui permettrait de répondre à la demande de justice sur les violences post-électorales également. Nous avons suivi le travail de la commission parlementaire, nous avons suivi les tentatives de mettre en place des chambres spécialisées. Et ça n'est que lorsque, malgré tout, ça a pris plusieurs années, ça n'est que lorsque nous avons obtenu la conviction que le processus n'avancerait pas au niveau national que nous avons décidé d'enquêter nous-mêmes sur cette situation. Mais avec le Kenya, nous avions dès le départ des relations qui nous permettaient de discuter avec les autorités. Nous nous sommes rendus à plusieurs reprises au Kenya. Nous avons obtenu la coopération des autorités nationales pour pouvoir discuter avec eux, pour pouvoir faire avancer ce processus. Dans la situation en Côte d'Ivoire antérieure à 2010, il y avait de forts blocages. Il était très difficile pour nous de nous rendre sur le territoire et de faire notre travail, d'obtenir les informations additionnelles que nous souhaitions et de discuter ouvertement avec les autorités nationales. Comment se manifestaient ces blocages? Alors simplement, en l'occurrence, il a été très difficile pour nous d'obtenir les visas, les autorisations de déplacement, de pouvoir nous rendre sur le territoire, de pouvoir savoir qui était notre interlocuteur, d'avoir une réponse de l'autre côté. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans une situation différente. L'enquête a été ouverte. Notre compétence est établie depuis septembre 2002. La Côte d'Ivoire est un État partie au statut de la Cour pénale internationale depuis le mois de février 2013, mais en vertu de cette déclaration d'acceptation de compétences originelle et de son renouvellement à la fin 2010 par le président Ouattara, nous sommes compétents depuis septembre 2002 et les juges ont accepté cette compétence lorsque nous leur avons donné des informations sur la période 2002-2010. Ils ont accepté de dire « vous pouvez enquêter sur la période depuis 2002 et jusqu'à aujourd'hui ». Si je comprends bien, le bureau du procureur considère comme légitime la déclaration de compétence de 2010, donc c'est-à-dire 5 mois avant l'investiture d'Alassane Ouattara. Nous considérons comme légitime, je ne sais pas si la question doit être dirigée au bureau du procureur de la Cour. Nous avons reçu en 2002 un courrier des institutions représentatives de l'État ivoirien, le gouvernement ivoirien. Nous avons considéré que c'était une déclaration d'acceptation de compétence, elle a été enregistrée comme telle. Nous avons reçu un nouveau courrier au mois de décembre 2010 d'une personne qui se disait en tout cas représenter les autorités ivoiriennes, le gouvernement ivoirien. Nous avons enregistré ce document comme nous avions enregistré le précédent et nous considérons que notre compétence rétroactive à septembre 2002 est basée sur ces deux courriers. Un premier courrier et un autre courrier qui confirme cette déclaration d'acceptation de compétence. Il n'appartient pas au bureau du procureur de déterminer de la légitimité de l'élection d'un tel ou un tel dans une situation donnée. Nous recevons un courrier de ce qui est considéré comme les autorités représentatives d'un État, nous enregistrons ce courrier, nous en prenons acte et nous agissons en fonction de ça, sous le contrôle des juges qui nous autorisent ou non à enquêter ce qu'ils ont fait. Et par exemple, l'un des critères, j'essaie en français, hein, ça va pas. L'un des critères statutory criteria is serving the interest of justice. Maintenant, on voit que sur le terrain, au plan national, il n'y a qu'un côté qui est ciblé. On voit qu'il y a plus de 150 qui appartenaient au gouvernement Gbagbo, qui sont en prison, qui attendent des procès. Et par contre, on ne voit rien de l'autre côté. Vu que l'un des mandats principaux de la Cour pénale internationale, c'est de, furthering the prosecution at a national level. Et dans quelle manière est-ce que ce procès ici, parce que c'est déformé en ce moment au plan national, et est-ce que vous ne renforcez pas cette déformation au plan national, au plan international, en ciblant seulement l'un des deux côtés? Alors, je pense qu'il y a plusieurs questions dans votre question. Sur la question technique, sur la question des intérêts de la justice, lorsque le bureau du procureur de la CPI décide d'ouvrir une enquête, il doit indiquer qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête dans une situation donnée. Il doit évaluer cette base raisonnable sur la base de plusieurs éléments. Un élément, c'est la gravité des crimes. Un élément, c'est les crimes sont-ils de la compétence de la Cour, donc en termes de compétences temporelles, personnelles, matérielles. Excuse-moi de vous interrompre, mais aussi un autre élément très, très important, c'est de voir the most responsible. Donc ça, c'est l'un des critères les plus, disons, les plus, le procureur doit, par rapport à une certaine situation, individuer vraiment le plus responsable. Par rapport à cette crise, pourquoi vous n'avez pas considéré, par exemple, qui était plus responsable de certaines exactions? Je vois le cas seulement de la période post-électorale où on voit qu'il y a 800 morts dans une journée.
Par contre, on est en train de parler de 160 morts pour le camp Gbagbo. Et les 800 morts ont été quand même confirmés par la Red Cross, International Red Cross, par la Cour, non? Et ils ont même compté les cadavres ces jours-là. Donc, ce critère que le procureur doit suivre quand même, d'identifier le plus responsable dans une situation, est-ce que ça a été fait dans ce cas? Alors, si vous le permettez, je vais finir mon explication, puisque j'allais venir à ce genre de questions, et que je crois à nouveau que vous posez différentes questions sous l'impression d'une même question. Il y a plusieurs questions que vous posez. Non, mais celle-là m'intéresse, l'autre, vous pouvez... Donc vous retirez votre question oui. et on part sur une autre question. Lorsque le bureau du procureur ouvre une enquête, il enquête sur une situation. Il décide d'enquêter sur la base d'un certain nombre de critères, gravité, compétence, intérêt de la justice, sachant que, on ne va pas rentrer dans un débat technique, mais le procureur n'a pas à prouver des intérêts de la justice, il doit simplement dire qu'il y a une base raisonnable pour enquêter qui comprend gravité, compétence, intérêt des victimes et qu'il n'y a pas de raison de ne pas enquêter sur la base des intérêts de la justice. Mais à nouveau, on n'est pas là pour faire un débat technique. Donc lorsque le procureur ouvre une enquête, cette enquête porte sur une situation. La situation en Côte d'Ivoire, originellement lors des violences post-électorales et suite à l'autorisation de la Chambre préliminaire, en fait, depuis septembre 2002. C'est là le cadre de l'enquête. Dans cette enquête, le bureau du procureur va devoir rassembler des informations, des témoignages, des éléments qui vont le convaincre de la responsabilité de telle ou telle personne dans tel ou tel crime. Ce dont vous parlez en termes d'aller après les personnes les plus responsables, c'est un critère qui a été développé par le procureur lui-même. Le statut de Rome ne dit pas que le bureau du procureur doit poursuivre les plus hauts responsables. C'est un élément de stratégie du procureur qui a été confirmé par la suite par les juges. Donc nous avons décidé, lorsque nous entrons dans une situation, nous enquêtons et nous allons essayer d'amener des affaires concernant les plus hauts responsables des crimes les plus graves. Nos actes d'enquête se déroulent, les enquêteurs font leur travail, rassemblent les informations, travaillent sur toute une série d'incidents. Et nous avons toujours dit que notre travail en Côte d'Ivoire portait sur l'ensemble des incidents, en particulier lors des violences post-électorales, mais pas seulement. Si l'on s'en tient à cette situation des violences post-électorales, notre travail a abouti à la conclusion que Laurent Gbagbo, selon nous, Simone Gbagbo avec lui et peut-être d'autres personnes, étaient parmi les plus hauts responsables des crimes les plus graves. Nous n'avons jamais dit que c'était les seuls. Nous avons toujours dit que nous faisons notre travail. Lorsque nous avons l'information nécessaire qui nous permet d'aboutir à la demande de mandat d'arrêt, et lorsque ceux-ci sont émis par la Cour et que les personnes sont arrêtées, nous faisons notre procès, si les charges sont confirmées, contre ces individus. Et puis nous continuons nos enquêtes en relation avec les autres incidents, en relation avec les autres responsables éventuels de ces crimes les plus graves. Dans une journée, 800 morts. Pendant la période post-électorale. Par contre, je vois comment vous décrivez cet événement dans le document de charge. Ces deux mots, c'est même pas mentionné. Donc, quand on est en train de parler les plus responsables, pourquoi est-ce qu'il y a une omission de la présence des rebelles dans votre Alors, dossier? je crois que, quelque part, c'est un petit peu vous qui faites en ce moment une enquête à charge. Lorsque nous travaillons, nous enquêtons sur l'ensemble des incidents. Ces incidents dont vous parlez font partie du panorama de notre enquête. L'enquête va ensuite se focaliser sur tel ou tel incident à tel ou tel moment, et nous allons aboutir à des conclusions sur la responsabilité de telle ou telle personne. Le document auquel vous faites allusion, le document contenant les charges dans l'affaire Laurent Gbagbo, qui est poursuivi pour une partie de ces incidents et de ces événements, évidemment, ne mentionne pas les incidents qui n'ont rien à voir avec Laurent Gbagbo. Le document contenant les charges est le document qui va créer le cadre dans lequel le procès, s'il y a procès, contre M. Laurent Gbagbo, le procès du procureur contre Laurent Gbagbo, va se dérouler. Donc il ne parle que des incidents qui concernent, selon nous, la responsabilité de Laurent Gbagbo. Concernant d'autres incidents éventuels, et nous sommes sous enquête, donc je ne vais pas commenter sur tel ou tel incident, sur la crédibilité ou non de tel ou tel rapport de telle ou telle personne, dans le cadre de notre enquête, nous enquêtons sur d'autres incidents, et lorsque nous aurons acquis la certitude que telle ou telle personne est responsable de tel ou tel autre incident d'une particulière gravité, nous amènerons une affaire contre cette personne, cette ou ces personnes. Peut-être tu veux parler du document donc, de 2003, parce que je te mets le micro, parce que je pense que c'est important de parler donc de Situation Report qui parle de l'année 2002-2010, parce que j'ai lu le rapport et c'est assez pauvre.
Ben, disons qu'en fait, il y a eu un rapport qui a été écrit, un rapport de situation, qui a été fait par le procureur, par le juge, en fait, la juge de la chambre préliminaire, Sylvia Fernandez de Goumandi, qui établissait en fait les raisons de croire qu'il y a eu crime contre l'humanité ou crime de guerre. Et donc ce rapport, bon, effectivement, c'est une conclusion du juge, mais le juge estime que selon les données qu'elle a reçues du procureur, il n'y a pas d'éléments suffisants pour penser que les rebelles ont commis des crimes contre l'humanité. Est-ce que vous n'avez pas été surpris? Parce que quand nous avons vu les documents que le procureur a remis, il nous a semblé qu'il y avait quand même des éléments qui relevaient du crime contre l'humanité. C'est l'analyse de la juge ou bien vous la partagez? Alors je crois qu'il y a beaucoup de confusion dans ce que j'entends et dans la sorte de perception que vous essayez de rapporter de certaines personnes. On mélange des documents d'une période ou d'une autre, on mélange des actes d'accusation et des documents qui visent à demander l'autorisation d'ouvrir une enquête. On mélange des rapports d'ONG, le travail du procureur et les décisions des juges. Je crois que c'est très important que les choses soient claires. Vos questions semblent traduire que les questions que vous reportez, peut-être de la population ou d'autres personnes, montrent un manque de compréhension peut-être de la façon dont notre institution fonctionne. Donc c'est ça que j'aimerais peut-être essayer de... Ce rapport, vous l'avez écrit, et ce rapport, j'ai vu le Situation Report 2002-2010, et c'est 8 ans d'histoire en quelques pages. Mais je suis désolé parce que ça fait plusieurs fois que vous posez des questions, vous ne me laissez pas répondre aux questions, et qu'en revanche, vous essayez de répéter la même chose sous une autre forme. Donc je vais essayer de répondre à votre question, et si ma réponse ne vous convient pas, vous la reposerez une nouvelle fois. Vous pensez que c'est insuffisant Alors donc, je vais essayer de reprendre pour que les choses soient très claires, comme j'essayais de le faire. Nous avons une situation dans un État qui n'est pas un État parti. Pour pouvoir enquêter sur cette situation, le bureau du procureur doit demander l'autorisation au juge. Ce que nous avons donc fait au mois de juin 2011, c'est demander l'autorisation au juge de la chambre préliminaire d'ouvrir cette enquête. Pour obtenir cette autorisation, nous devons apporter un certain nombre d'éléments au juge. Nous avons apporté au juge, dans ce rapport de juin 2011, des éléments qui disent « Nous pensons que des crimes de la compétence de la Cour ont été commis au minimum lors de la période post-électorale 2010-2011, voilà pourquoi. » Et nous avons ajouté dans ce document « Il est possible que des crimes aient été commis lors de la période 2002-2010. Nous pensons que nous pouvons vous apporter des éléments là-dessus. Si vous, juge, pensez être intéressé et pensez qu'effectivement nous devrions étendre la compétence de la Cour jusqu'à 2002, nous sommes prêts à vous apporter ces éléments. » Dans leur décision du 3 octobre 2011 par laquelle les juges nous autorisent à ouvrir l'enquête, les juges nous disent « Nous vous autorisons à ouvrir l'enquête sur la période post-électorale 2010-2011 et nous confirmons que nous sommes intéressés par les éléments additionnels que vous pouvez avoir concernant la période 2002-2010 parce qu'il semble qu'effectivement des crimes ont pu être commis lors de cette période. » Ce que nous faisons donc un mois plus tard, à la fin novembre, nous remettons au juge un rapport à la fin novembre, un rapport dans lequel nous disons effectivement il y a des informations qui laissent à penser qu'entre 2002 et 2010, des crimes ont pu être commis et donc il est possible qu'une enquête soit opportune sur cette période. Ce que font les juges ensuite, c'est de confirmer cette impression du bureau du procureur en disant effectivement, selon les informations que vous nous donnez, il nous semble opportun d'ouvrir une enquête sur la période 2002-2010. Et donc à partir de ce moment-là, nous sommes compétents sur l'ensemble de la période et nous allons enquêter sur cette période. Il est évident qu'au moment où nous donnons ce rapport à la fin novembre et au moment où les juges nous disent « vous devriez enquêter », nous ne sommes pas dans une enquête puisque nous n'avons pas cette autorisation encore. Donc toute l'information que nous avons, c'est de l'information générale, de l'information de source ouverte, de l'information circonstancielle, de l'information qui n'est pas suffisamment précise pour aboutir à des conclusions quant à la définition des crimes eux-mêmes, quant à leur qualification, quant aux responsabilités éventuelles. C'est une information préliminaire qui vise à obtenir l'autorisation des juges pour enquêter. Maintenant, si nous enquêtons et si nous concluons que tel ou tel type de crime, crime contre l'humanité, crime de guerre, ont été commis durant cette période et que telle ou telle personne est responsable, c'est cette information-là qu'il faudra regarder. Mais là, à nouveau, nous n'en sommes qu'au stade de l'enquête. Donc il n'y a rien de plus détaillé à proposer que cette information générale qui nous a permis d'obtenir l'autorisation d'ouvrir une enquête. Et c'est ce qui est important. Ce que nous avons dit, c'est nous pensons que des crimes ont été commis, voici l'information, elle est très préliminaire puisque nous avons simplement
analysé l'information publique et générale, nous n'avons pas mené d'enquête puisque nous n'avons pas la compétence ni le droit. Donc si vous pensez qu'il faut le faire, voilà, nous pensons aussi que ça, c'est pertinent. Et les juges ont confirmé. Ok, on parle alors en particulier du document de charge. Hein. Et donc moi, je suis très surpris, par exemple, de voir dans l'exposé des faits. Hein? Je vous propose si c'est une personne qui pose des questions, quand tu finis tes Ok, j'ai fini, j'ai encore deux, après je te passe. Ok. D'accord. Ok, non, alors pour ce qui concerne le... Attends, tu attends, je te donne le top. Les questions suivantes. On ne pourra pas l'utiliser. Excuse-moi. Ok. Voilà. Je te donne le top. Alors, Et donc, alors, par exemple, dans le document des charges, et le dernier, dans l'exposé de faits, je suis très surpris parce que je trouve que dans la première page, il y a des énormes erreurs historiques, que vraiment c'est presque une insulte à la recherche. Par exemple, vous dites ouvrement que Gbagbo n'a pas fait de recherche, des enquêtes pour voir qui était coupable dans la période post-électorale. Par contre, il y a un rapport des Nations Unies de février 2011 qui cite clairement qu'il y a eu une enquête internationale ouverte par Gbagbo le 7 décembre. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Et est-ce que vous avez changé d'avis après que vous avez écouté la défense là-dessus? Alors, à nouveau, nous sommes dans un processus où il y a maintenant une affaire qui est devant la Cour. Nous avons déposé un document contenant les charges contre M. Laurent Gbagbo. Il y a une audience de confirmation des charges qui a commencé le 19 février, qui a duré un peu plus d'une semaine. Nous attendons la décision des juges. Donc tous ces aspects-là, le document contenant les charges, la façon dont nous l'avons présenté à l'oral lors de cette audience, les réponses des juges, font l'objet d'un processus judiciaire et vont faire l'objet d'une décision par les juges. Donc il est compliqué non, pour mais je nous... vous demande, parce que vous ne répondez pas à ma question, je vous demande, est-ce que pour vous aujourd'hui, c'est vrai que Gbagbo n'a pas ouvert des enquêtes au niveau national, vu que c'est répété même dans votre final submissions, non, les derniers écrits là-dessus? Oui, ce qui est écrit, ce qui est déposé, les documents que nous déposons et les arguments que nous soutenons à l'oral sont nos arguments. Donc nous ne changeons pas ces arguments. Nous pensons, nous, que des crimes ont été commis et que M. Laurent Gbagbo n'a pas mis tout en œuvre pour, conformément à ses obligations, essayer de répondre à cette violence, essayer de juger, de punir les auteurs de ces violences. Et nous pensons au contraire, et c'est toute notre affaire, nous pensons au contraire qu'il a négocié, adopté, défini et mis en œuvre, avec des co-auteurs, comme Mme Simone Gbagbo par exemple, une politique qui a abouti à la commission de ces crimes et qui n'a rien fait pour empêcher ces crimes. Ok, et toujours par rapport à l'une des questions principales, disons, de la défense, c'est que vous avez recréé l'histoire, non? Et après, je vois dans les final submissions, je pensais qu'on allait rediscuter ça, parce que la défense dit justement, vous avez recréé l'histoire par rapport aux élections et par rapport à cette non-existence des rebelles. À Dabobo, prenons l'exemple d'Abobo, où on sait qu'il y a eu quand même les rebelles. Alors, il n'y a eu aucune réponse de votre part sur ça. Est-ce que, après avoir écouté la défense, vous me dites encore aujourd'hui qu'il n'y a pas eu une invasion des rebelles du Nord qui sont arrivés à Abidjan et qu'il y avait un conflit avant, avant février 2011? Ou est-ce qu'encore aujourd'hui, après avoir écouté la défense, vous pensez vraiment qu'il n'y a pas eu de rebelles du tout? Selon ce que vous me dites et de ce que dit la défense, c'est la défense qui réécrit l'histoire. Le travail du bureau du procureur, et normalement le travail de la défense, n'est pas un travail d'historien, c'est un travail d'amener des éléments de preuve contre un individu pour des crimes. Évidemment, et comme je l'ai déjà mentionné, lorsque nous amenons des éléments de preuve, selon nous, qui confirment la responsabilité de M. Gbagbo pour tel ou tel incident, notre travail n'est pas de dire par ailleurs à d'autres endroits ou d'autres façons, il y avait d'autres personnes qui ont commis des crimes. Ça, nous en sommes convaincus puisque nous enquêtons également sur ces autres crimes ou ces autres incidents. Mais l'affaire qui nous intéresse ici, c'est celle contre M. Laurent Gbagbo. Donc l'information que nous amenons, la seule information que nous avons à amener, c'est celle qui va dans le sens de dire M. Laurent Gbagbo est responsable pour tel incident commis de telle manière par telle personne.
Si par ailleurs le contexte historique des 10 années précédentes ou le contexte géographique de l'ensemble de la situation dit des choses qui sont certaines similaires, d'autres contraires, et si elles ont un impact sur notre situation et sur cette affaire-là, à ce moment-là, nous le mentionnons. Mais nous n'avons pas besoin de répondre à des allégations de la défense si nous estimons que celles-ci sont non fondées et qu'elles sont en dehors de la situation. Mais à Bobo, par exemple, on a beaucoup d'investigations. C'est très important parce qu'un attaque, je ne peux pas faire en français, mais un attaque, c'est quand même une réponse. Et vous avez basé tout comme s'il n'y avait pas des forces nouvelles dans le pays, comme si les forces gouvernementales de Gbagbo sortaient dans le vide et attaquaient des civils. Par contre, ils étaient attaqués. Donc cette omission de ne pas vraiment identifier l'illégalité de la force nouvelle, est-ce que ça n'amène pas que la Cour pénale internationale va légitimer des rebelles qui arrivent au pouvoir avec la force? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en prenant cette situation et en pas vraiment allant au fond du rôle des forces nouvelles, vous allez légitimer des rebelles? Je pense qu'à nouveau, si c'est l'impression qui se dégage du procès, c'est parce qu'il y a une confusion sur ce qu'est un processus judiciaire par rapport à ce qu'est un processus politique. Le travail du procureur de la défense n'est pas un travail d'historien, ça n'est pas un travail de politique, ça n'est pas un travail de militaire ou de stratège, c'est un travail de droit. Excusez-moi, mais on parle d'exposer des faits, et les faits font partie de l'histoire. Absolument, mais donc nous exposons les faits tels que nous les interprétons pour dire que M. Laurent Gbagbo, selon nous, est responsable, y compris de l'attaque sur le marché d'Abobo en mars 2011. Ils doivent respecter l'histoire. Vous écrivez que Gbagbo, qu'il n'avait pas eu un gouvernement de formation nationale avant 2007. Il y en avait eu 2 mois avant le coup d'État, un autre en 2003. Vous écrivez que la date où il a été investi était décembre 2004, c'était décembre 2003. Et je trouve qu'il y a tellement des erreurs dans le petit exposé de faits que j'ai des doutes sur le reste du document. S'il y a des doutes et s'il y a des questions qui se posent et si la défense amène des arguments à nouveau portant sur la question spécifique de la responsabilité d'un individu pour des crimes de la compétence de la Cour, puisque c'est ça notre travail, à ce moment-là, les juges trancheront et les juges évalueront dans quel sens l'information va et si ce que dit le procureur est crédible, si ce que dit la défense est crédible, s'il y a matière à ouvrir un procès ou non. À nouveau, notre travail ici est très spécifique. Le travail que nous faisons, les charges que nous amenons contre M. Laurent Gbagbo sont des charges criminelles. Nous disons, dans ce contexte historique, et on peut discuter du contexte historique pendant des années, je pense. Mais c'est ça le problème. Dans cette situation-là, à un moment donné, il y a eu un crime qui a été commis. Et c'est ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, nous, c'est uniquement de dire, ce mois-là, en décembre, en mars, en décembre 2010, en mars 2011, en avril 2011, il y a eu des incidents. Lors de ces incidents, des crimes ont été commis et nous pensons que Laurent Gbagbo est responsable pour ces actes criminels-là, ces crimes-là. Il faut le mettre dans un contexte qui soit quand même... S'il y a des erreurs dans la définition du contexte, si c'est quelque chose qui va être débattu devant la Cour, la défense ne s'en prive pas, elle est dans son rôle. Notre rôle à nous, c'est de dire comment nous voyons les choses et de le prouver. Et si nous ne le prouvons pas, à ce moment-là, il n'y aura peut-être pas de procès. S'il y a un procès et que nous ne le prouvons pas, alors à ce moment-là, il y aura peut-être un acquittement. Notre conviction à l'heure actuelle, c'est que M. Laurent Gbagbo est responsable de certains crimes en tant qu'individu, un individu qui agit dans un cadre, dans un contexte, mais lui, en tant qu'individu, selon nous, est responsable de ces crimes qui ont été commis lors de ces moments-là, de ces incidents. Et nous verrons maintenant si les juges nous suivent ou pas. Tu veux passer toi? Je peux me le mettre pour être sûr que c'est soit bien mis. Monsieur Turlan. Tu n'as pas de micro, donc tu ne poses pas de questions. Non. Ouais. Monsieur Turlan, certains médias ont dit qu'il y avait eu des mandats d'arrêt sous-scellés contre un certain nombre de personnes, notamment Simone Gbagbo, et que ce mandat d'arrêt a été décelé, mais qu'il y en a d'autres. Est-ce que c'est vrai?
Alors, comme vous le savez, il y a le mandat d'arrêt contre Laurent Gbagbo. Il y a un mandat d'arrêt de février 2012 contre Simon Gbagbo qui a été rendu public en novembre 2012, en novembre dernier. Et s'il y avait d'autres mandats d'arrêt sous scellés, ça ne serait évidemment pas à moi d'en parler. Et je pense que les médias ou les autres acteurs n'en auraient pas connaissance. Nous continuons notre travail d'enquête. Lorsqu'il y aura des raisons de rendre publique une quelconque information sur nos enquêtes, nous le ferons. Est-ce que vous, vous niez donc le fait que Alassane Ouattara est en possession de 4 autres mandats d'arrêt, notamment des mandats d'arrêt visant un certain nombre de ses proches? Je n'ai ni à nier ni à confirmer une quelconque information. Il y a beaucoup d'informations dans ce sens-là qui flottent. La situation est très politisée. Il y a beaucoup de polarisation. Il y a beaucoup de tentatives de manipulation politique de la procédure devant la Cour par les uns comme par les autres. Donc ce n'est pas à nous de commenter ce genre d'informations. Nous, nous enquêtons sur des crimes. Quand nous avons des informations suffisantes pour demander un mandat d'arrêt et lorsque celui-ci est émis et exécuté, l'information devient publique, puisqu'à ce moment-là, une personne arrive devant la Cour et tout cela est public. Jusque-là, nous continuons à faire notre travail en toute confidentialité pour protéger les témoins, protéger les victimes, protéger les personnes qui travaillent avec nous et protéger l'avancée de nos procédures et de nos enquêtes. Avant la divulgation officielle, avant que le mandat d'arrêt contre Simon Gbagbo ait été rendu public, était-il en possession d'Alassane Ouattara? Alassane Ouattara avait-il le mandat d'arrêt avant qu'il soit rendu public? Ou bien il a été rendu public et il lui a été remis en même temps? Alors, dans toute situation, que ce soit la situation en Côte d'Ivoire, la situation dans les autres pays dans lesquels nous enquêtons, au Congo, en Ouganda ou ailleurs, lorsqu'il y a un mandat d'arrêt qui est émis et lorsque les conditions sont réunies, les autorités compétentes pour arrêter la personne sont notifiées de ce mandat d'arrêt en vue d'arrêter la personne et de la remettre à la Cour. Et c'est ce qui se passe dans toutes les situations. Alors les mandats d'arrêt, quand ils sont sous scellés, peuvent être notifiés immédiatement ou plus tard ou à un moment propice aux autorités nationales. Et dans la situation en Côte d'Ivoire, le mandat a été notifié au moment qui paraissait propice pour obtenir son exécution. Ça n'a pas été le cas. Il a donc été rendu public puisqu'il n'y a pas eu de progrès entre-temps dans la remise de Mme Simon Gbagbo à la Cour. Est-ce que vous ne pensez pas que plus de transparence sur la question de ces mandats d'arrêt sous scellés aiderait à dépolitiser la question? Parce que, imaginons, puisqu'on est obligé d'imaginer, dans la mesure où vous ne voulez pas communiquer là-dessus, qu'il y a des mandats d'arrêt contre des chefs de guerre qui ont été remis à Alassane Ouattara. Ça signifie que le chef de ces chefs de guerre est en possession de mandats d'arrêt contre ces hommes et peut donc organiser leur impunité, puisqu'il sait qui, parmi ces hommes, sera convoqué et qu'il peut avoir le mandat d'arrêt sans que le public le sache. Cette opacité relative peut l'aider à mettre hors d'état de répondre devant la justice certains hommes. C'est une analyse qu'on peut faire. Est-ce qu'elle est pertinente, cette analyse? Oui, il y a quelque chose de très vrai dans ce que vous dites et de très pertinent, c'est que le temps politique et le temps judiciaire ne sont pas les mêmes. Et lorsqu'une institution judiciaire comme la CPI fait un travail, une partie de ce travail est confidentielle. Et malheureusement, cette confidentialité entraîne des misperceptions, des mauvaises perceptions, des mauvaises interprétations, des interprétations ou des tentatives de manipulation politique, des raisons pour lesquelles le bureau du procureur en est là ou n'en est pas là, entraîne énormément de spéculations, entraîne énormément de tergiversations. Et il est très compliqué pour nous de mettre fin à ces tergiversations parce que nous ne pouvons pas dire plus que ce que nous avons dit jusqu'à présent et rendre plus de choses transparentes puisqu'elles font l'objet d'enquêtes qui sont en cours et il y a des critères de protection des individus, de protection des témoins, de protection des actes d'enquête eux-mêmes qui font qu'on ne peut pas en dire plus à l'heure actuelle. Nous sommes tout à fait conscients, nous avons bien réalisé que du simple fait que le premier mandat d'arrêt, les 2 premiers mandats d'arrêt rendus publics ne concernent que 2 personnes qui sont présentées comme appartenant à un camp plutôt qu'à un autre, a eu des conséquences en Côte d'Ivoire. Nous avons bien compris que les populations ivoiriennes, qu'un certain nombre d'acteurs se disaient « mais c'est pas possible, cette justice est partiale ». Nous avons bien vu cette interprétation-là. Et nous essayons de contrer cette interprétation en rappelant que nos enquêtes continuent, que notre travail continue, que malheureusement, il ne nous est pas possible aujourd'hui d'être public sur d'autres éléments de nos enquêtes parce que ces enquêtes sont en cours. Parce que nous avons pu obtenir des mandats d'arrêt contre 2 personnes à un certain moment, qu'il nous faut plus de temps peut-être pour obtenir des résultats dans d'autres affaires. Et donc nous ne pouvons pas répondre à toutes ces allégations ou à toutes ces discussions-là. Tout de même, il y a opacité. Parce que dans le cas des justices nationales dans les pays démocratiques,
quand des mandats d'arrêt sont émis, ils sont publics. Ce n'est pas du tout vrai. Dans la plupart des systèmes judiciaires nationaux, il y a la possibilité d'émettre des mandats d'arrêt de façon confidentielle, si cela peut aider à l'arrestation de la personne et à la remise de la personne. Dans le cas d'espèce, la personne à qui vous remettez les mandats d'arrêt n'est pas neutre dans la mesure où elle est le chef d'une des deux parties en conflit. Mais là encore, il s'agit d'une spéculation. Nous n'avons jamais dit que nous avons remis des mandats d'arrêt à ce stade à qui que ce soit. Nous ne pouvons ni nier ni confirmer aucune de ces informations. Nous ne pouvons que répéter, nous travaillons sur la situation en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de cette situation, 2 mandats d'arrêt ont été émis et rendus publics. Dans le cadre de cette situation, nous continuons nos enquêtes contre d'autres personnes. Et lorsque nous serons en mesure d'amener des informations publiquement sur les résultats de ces enquêtes qui continuent, nous le ferons immédiatement, ne serait-ce qu'au moins pour contrebalancer cette prescription qu'il semble y avoir que la justice internationale est partiale, ce qui est totalement faux. Nous travaillons sur l'ensemble des crimes commis par toutes les parties à ce conflit, qu'elles se représentent ou qu'elles se présentent elles-mêmes comme étant du camp Gbagbo, du camp Ouattara ou d'un quelque autre camp. Et nous continuons ce travail-là, et lorsque nous pourrons le faire, nous rendrons publique l'information sur les résultats de ces enquêtes. Est-ce que vous ne craignez pas une destruction des preuves, dans la mesure où il y a des crimes qui ont été commis en 2010, en 2011, nous sommes en 2013, un certain nombre de personnes qui sont considérées comme des suspects par les organisations de défense des droits de l'homme sont toujours au milieu de leurs victimes supposées et peuvent donc faire disparaître leurs victimes supposées. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un véritable danger que votre lenteur fait peser sur le processus de reconstitution des faits? Notamment Le Monde diplomatique, un journal français sérieux, a dit que certaines personnes lors du 2e massacre de Djokwe avaient été tuées parce qu'elles savaient des choses sur le 1er massacre de Djokwe. Est-ce que vous ne pensez pas que cette lenteur aide les criminels à camoufler les traces de leurs crimes? Alors il y a 2 éléments à ce que vous dites. Le premier élément, c'est oui, un des problèmes de toute institution judiciaire, c'est la destruction, la déperdition des éléments de preuve. C'est pour ça qu'il est important d'agir le plus rapidement possible dans le cadre du droit pour préserver ces éléments de preuve. Ça n'est pas toujours possible, parfois c'est rapide, parfois c'est plus lent. Nous faisons avec les circonstances de fait et avec les circonstances opérationnelles, logistiques, de sécurité, de confidentialité auxquelles nous sommes confrontés. Donc dans le cadre de nos actes d'enquête, oui, nous essayons le plus possible de préserver les éléments de preuve et d'avancer dans la recherche de la vérité, dans la recherche de tous ces éléments au moment où ils sont disponibles et avant qu'ils ne disparaissent. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est maintenant, si des ONG ou d'autres personnes disent qu'elles pensent que telle ou telle personne est suspecte et fait courir des risques à telle ou telle personne, c'est une information qui est importante pour nous, mais les suspects des ONG ne sont pas les suspects de la CPI. C'est à nous de faire notre travail d'enquête et d'aboutir à des conclusions là-dessus. Maintenant, l'élément, comme je l'ai dit, que vous mentionnez, nous devons prendre en compte le risque que des personnes aient un intérêt à faire disparaître des éléments de preuve et quelque chose qui fait partie de notre travail et de notre évaluation, et donc nous devons agir en conséquence, et c'est ce que nous essayons de faire dans le cadre de nos enquêtes. Vous dites que les suspects des ONG ne sont pas les suspects de la CPI, mais le mandat d'arrêt contre Laurent Gbagbo a été émis sur une base qui reposait largement, très largement, sur une documentation venant d'ONG, notamment Human Rights Watch. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas parce qu'une ONG, comme d'ailleurs un organe des Nations Unies, comme d'ailleurs l'ONUCI, comme d'ailleurs un État, comme d'ailleurs le gouvernement ivoirien lui-même, dit que telle ou telle personne est responsable de crimes, que c'est forcément telle ou telle personne qui finira poursuivie devant la CPI. Nous faisons notre travail de façon indépendante, nous utilisons l'information qui est disponible de ce qu'on appelle les sources ouvertes, donc les rapports d'ONG, les rapports des Nations Unies, les rapports des journaux, des journalistes, des observateurs, les reportages télévisés, les informations transmises par tel ou tel État. Tout cela fait partie de la masse d'informations qui va abonder notre enquête, qui va être utilisée dans nos recherches, qui va être utilisée dans nos actes d'enquête, mais au bout du compte, nos décisions et nos poursuites sont basées sur les éléments que nous rassemblons nous-mêmes sur le terrain, par nos enquêtes, par nos actes d'audition de témoins, par les témoins que nous avons identifiés nous-mêmes, par nos actes de recherche d'éléments documentaires, vidéographiques, photographiques, écrits, papiers, journaux ou autres, ou d'éléments documentaires internes, comme ce qui a pu être saisi en tel ou tel lieu à Abidjan. Alors, vous dites que vous faites vos propres enquêtes. Lors de l'audience de confirmation des charges, on était frappé par le fait que vous n'avez produit aucune autopsie, aucun rapport d'expertise médico-légale.
aucun rapport balistique. Vous êtes appuyé surtout sur des témoignages alors que vous aviez les moyens d'avoir des preuves d'un certain degré de crédibilité. Pourquoi vous n'avez pas essayé d'avoir des preuves de nature scientifique plutôt que des témoignages de personnes qui étaient souvent parties au conflit? Alors la preuve de nature scientifique fait partie des différents types d'éléments de preuve sur lesquels le bureau du procureur se fonde pour démontrer une affaire. Simplement, on n'en est pas à ce stade. On n'est pas encore en procès. On est au stade d'une audience de confirmation des charges. Dans le cadre d'une audience de confirmation des charges qui dure une semaine, comme vous l'avez noté, un petit peu plus d'une semaine, ce qui est très court, on n'attend pas du bureau du procureur qu'il présente, détaille, explore l'ensemble des éléments de preuve à sa disposition qui vont aller dans le sens de la culpabilité ou de l'innocence d'une personne. On attend du bureau du procureur qu'il convainque les juges qu'il y a matière à aller au procès en disant voilà ce que je pense, voilà le type de crimes qui ont été commis, voilà pourquoi nous pensons que telle personne est responsable, voilà le mode de responsabilité que nous souhaitons retenir contre telle personne, voilà les éléments, l'ensemble des éléments et une partie des éléments qui nous laissent à penser que nous avons de quoi aller à un procès et avancer dans ce procès. Et on attend des juges qu'ils décident si oui ou non il y a essai en fonction des quelques éléments représentatifs présentés par le bureau du procureur ou s'il n'y a pas assez. Si je comprends bien, vous avez fait ce type de... Vous avez procédé à des autopsies, à des rapports, à des expertises balistiques, etc. Alors, les éléments de preuve du bureau du procureur dans le cadre du procès, si procès il y a, si les charges sont confirmées, seront présentés au fur et à mesure dans le cadre de ce procès et on pourra en discuter à ce moment-là. Mais le bureau du procureur, lorsqu'il enquête, rassemble les informations documentaires, rassemble des témoignages d'individus et recherche des preuves médico-légales effectivement lorsque c'est possible. Est-ce que pédagogiquement, ce n'aurait pas été mieux d'avoir des preuves irréfutables pour justement, donc des preuves scientifiques, pour justement empêcher une certaine interprétation selon laquelle la CPI est partielle. Dans la mesure où on a affaire à un ancien chef d'État qui a énormément de partisans, est-ce que la recherche de preuves tangibles, scientifiques, n'aurait pas désamorcé un certain nombre de critiques? Alors, dans un à ce stade de la procédure. Je comprends. Dans un processus judiciaire, il n'y a rien qui est a priori irréfutable. Tout élément qui est apporté par une partie peut être contredit par l'autre partie. Il reviendra ensuite au juge de déterminer où est-ce qu'il mettre le curseur en termes de crédibilité et de poids des éléments de preuve avancés. Lorsque nous amenons un témoin, la défense va pouvoir contre-interroger ce témoin. Lorsque nous amenons un document, la défense va pouvoir analyser et dire « mais moi je pense que ce document ne dit pas ce que vous dites qu'il dit, que ce document n'est pas un vrai document ». Lorsque nous amenons une preuve scientifique, c'est la même chose. La défense va avoir la possibilité, l'opportunité, si elle le souhaite, de dire « mais nous contestons la scientificité de ce document, nous contestons la réalité, nous contestons le rapport médico-légal qui a été fourni ». Le travail judiciaire, c'est un travail, l'un amène des éléments, l'autre d'autres éléments, et on confronte ces éléments devant la cour et les juges vont décider quelle valeur ils accordent à tel ou tel élément et on ne peut pas dire qu'un document médico-légal sera a priori plus ou moins irréfutable qu'un témoignage vivant d'un témoin amené par la cour. Dans le cas de l'audience de confirmation des charges à nouveau, nous n'amenons pas l'ensemble de nos éléments de preuve devant la cour, nous amenons ce que nous pensons, ce dont nous pensons qu'il est nécessaire de montrer au juge pour qu'il soit convaincu qu'il faut avoir un procès contre Laurent Gbagbo. Et la raison pour laquelle vous voulez... Non, je sais. Attends, où est-ce qu'il est l'autre, c'est l'autre. Il est où l'autre? Non, juste là, c'est juste, on n'a pas besoin d'avoir ma voix. On n'a pas besoin. Et pas nécessairement. C'est fait quand même que tu... Non, et j'étais curieux de savoir pourquoi, dans les 2 ans, et pourquoi Laurent Gbagbo n'a jamais été interrogé une fois qu'il est arrivé à La Haye. Nous avions demandé à interroger Laurent Gbagbo avant qu'il y ait un mandat d'arrêt contre lui dans le cadre de nos enquêtes. Nous avions eu des échanges avec les représentants de Laurent Gbagbo. Mais attendez, mais ça c'était avant qu'il est arrivé ici. Mais il était en détention arbitraire, donc c'est illégal de demander une intervention. Sorry, I'm trying in French. Yeah. It's illegal to interview someone when he's in arbitrary detention according to the ICC regulations. Il n'y a pas de règle de la CPI qui concerne ce que vous dites. C'est une interprétation juridique de je ne sais.
Je ne sais pas de quel droit vous parlez. Le bureau du procureur, Monsieur Laurent Gbagbo était à ce moment-là en détention en Côte d'Ivoire. Il ne nous revenait pas à nous de décider quelle était la légitimité ou la légalité de cette détention à ce stade-là. Et c'est une question qui n'a rien à voir avec notre enquête. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons demandé à pouvoir auditionner M. Laurent Gbagbo. La réponse qui nous a été donnée était une réponse qui était déraisonnable dans le sens où les conditions qui étaient fixées n'étaient pas de notre compétence. Il ne nous revenait pas à nous de déterminer justement. C'est pour ça qu'on vous Mais a demandé une libération. Mais ça, c'est ce que vous dites, et c'est un déjà processus national qui n'a rien à voir avec nous. Non, donc c'est reconnu par la Chambre qu'il a été quand même torturé. Donc, de faire des interviews sous la torture, peut-être c'était pas intéressant dans l'intérêt de la défense. Mais une fois qu'il est arrivé ici, pourquoi tout ce temps et on l'a jamais interrogé sur tous les faits? Juste, je crois qu'à nouveau, il y a une confusion dans ce que vous dites quelque part. La Chambre n'a rien à voir, le bureau du procureur et la Chambre de la Cour n'ont rien à voir ou n'ont rien dit de spécifique sur la situation de M. Laurent Gbagbo en détention à ce moment-là. Il y a eu des questions. Non, à ce moment-là, non, mais ils ont reconnu plus tard qu'il a été torturé à ce moment-là. Je ne suis pas sûr que la Cour ait dit ça, mais la Cour a. Il y a eu des allégations de la part de la défense de M. Laurent Gbagbo sur la situation médicale à un moment donné de Laurent Gbagbo. La Cour a répondu à cela, donc on ne va pas revenir là-dessus. Nous avons souhaité l'interroger à un moment donné. Il nous a été répondu en fixant des conditions qui étaient totalement déraisonnables et dans un sens qui nous laissait à penser qu'il n'y avait pas de volonté de la part de cette personne, de Laurent Gbagbo, d'être auditionné par la Cour. Nous n'avons pas renouvelé cette demande jusqu'à présent parce que nous avons pensé qu'il ne souhaitait pas l'être, mais nous continuons notre travail. Mais vous avez eu 1 an quand même. La raison, c'était parce qu'il était en détention arbitraire. Après, une fois arrivé à La Haye, pourquoi vous n'avez pas reposé la question? La raison que vous exposez n'a rien à voir avec nous et n'a rien à voir avec notre champ de compétences. Mais vous n'avez pas eu la curiosité d'avoir son point de vue sur certaines charges? Nous sommes très intéressés à savoir ce que M. Laurent Gbagbo pense là-dessus et il n'est pas trop tard pour le faire si nous souhaitons le faire. Donc c'est quelque chose qui fait partie de nos actes à l'heure actuelle, du processus judiciaire. Et si nous décidons dans un sens ou dans l'autre, vous le saurez à ce moment-là. Non, M. Laurent Gbagbo a demandé sa libération provisoire. Le bureau du procureur s'est opposé à cette libération provisoire pour plein de raisons. Les raisons principales sont les raisons du statut. Nous pensons qu'il doit rester en détention pour préserver la continuation des enquêtes, pour préserver la protection des témoins et pour nous assurer qu'il pourra être représenté à la Cour, puisqu'une des conditions qui préside à la détention ou à la libération d'une personne, c'est la capacité d'assurer, de garantir la présentation de la personne devant ses juges. Donc nous disons, il n'y a pas aujourd'hui ces garanties, que la personne se présentera devant la Cour si elle est libérée de façon provisoire. Il ne faut donc pas la libérer. Et parmi les éléments qui nous font dire... Est-ce qu'il n'est pas automatiquement réfugié vu la situation qu'il ne peut pas avoir un procès fair? À nouveau, on entre dans des spéculations qui n'ont rien à voir avec nous. Il est quand même je ne peux sous pas votre répondre. protection. Alors, M. Laurent Gbagbo est détenu par la Cour, il est donc sous la responsabilité de la Cour pénale internationale en tant que telle. Il n'y a rien dans le droit international qui ressemble en tout ou en partie à un statut de réfugié automatique. Il y a des situations dans lesquelles des réfugiés peuvent être considérés comme réfugiés prima facie en cas de mouvement massif de population d'un pays à l'autre, mais je ne sais pas si on est vraiment là pour faire un débat sur le droit des réfugiés. Donc si jamais, dans une situation hypothétique, M. Gbagbo devait être libéré, et si jamais, dans une situation hypothétique, il devait demander un statut de réfugié, et si jamais un État devait, ce n'est pas à nous d'en rentrer dans de telles spéculations ou dans de telles hypothèses. Je n'ai absolument rien à dire sur cette question parce que ça ne nous concerne absolument pas. Ok, alors juste pour retourner une dernière fois, la base principale la thèse principale de la défense, c'est que vous avez détourné l'histoire dans votre présentation. Est-ce que vous dites maintenant à la caméra que en réalité, c'est vrai, les forces nouvelles n'ont jamais attaqué, ils ne sont pas présents dans votre dossier d'analyse? Comment c'est possible de prendre des crimes ont commis des crimes tout le temps, mais comment est-ce que c'est possible de sortir la crise hors du contexte historique? Alors nous n'avons jamais dit ni ça ni son contraire, nous n'avons jamais Vous avez dit par parlé de exemple ça. qu'avant février 2011, il n'y a pas eu une présence, un conflit en Côte d'Ivoire. Ça, c'est écrit dans votre final submission.
Dans le cadre de la présentation des éléments de preuve qui concernent les 4 incidents particulièrement pour lesquels nous souhaitons poursuivre M. Laurent Gbagbo, nous avons amené les éléments d'information qui nous permettent, selon nous, de comprendre les éléments contextuels de la commission de ces crimes. Et nous nous en tenons à ça. À nouveau, si certains veulent faire de l'histoire ou des spéculations politiques, c'est leur problème. Nous faisons du droit. Nous avons poursuivi M. Laurent Gbagbo pour 4 crimes en particulier, les crimes de viol, violence sexuelle, des crimes de viol, des crimes de persécution et de traitement inhumain. Nous avons amené devant les juges de la chambre préliminaire ce qui nous semble être suffisant pour les convaincre qu'un procès doit avoir lieu. Nous attendons cette décision et nous ne spéculons pas sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas historiens, ça n'est pas notre rôle que de dire voilà toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais le document s'ouvre avec les exposés des faits, donc c'est de l'histoire. Vous ne pouvez pas prendre des crimes comme ça qui sûrement ont été commis des deux côtés et déformer l'histoire. Par exemple, la question des élections. Et la défense vous a montré quand même qu'il y a eu des doutes par rapport à qui a vraiment gagné ces élections. On a Jacob Zuma qui a dit en mars 2011 encore que Gbagbo avait gagné les élections. On a Thabo Mbeki qui vous a dit dans son rapport qu'est-ce que le monde n'a pas compris sur la Côte d'Ivoire. Thabo Mbeki dit les élections ne sont pas crédibles. Donc par rapport à tous ces gens-là, l'Inde qui intervient et dit l'ONUCI n'a pas le droit de changer de régime, etc. Toutes ces interventions ne sont pas présentes dans votre situation. Vous semblez effectivement essayer de représenter les intérêts de la défense dans cette discussion. Donc, non, je vous demande par rapport à les élections. Mais je n'ai pas d'autre réponse à vous donner. Comme je l'ai dit, le fait de savoir qui a gagné ou n'a pas gagné les élections n'a rien à voir et n'est pas pertinent pour notre affaire. Notre affaire porte sur le fait que dans le cadre de ce processus électoral, un individu, parmi d'autres, quel que soit leur camp, selon nous, a commis des crimes et qu'il doit répondre de ces crimes. Mais s'il avait gagné les élections, il était le chef d'État. Donc toute votre thèse sur une espèce de structure parallèle ou je ne sais pas quoi, c'était vraiment l'État en réalité. Nous avons poursuivi dans l'affaire Kenya une personne qui a gagné les élections et qui aujourd'hui va devoir, selon nous, répondre d'un certain nombre de faits devant la Chambre à partir du mois de juillet. À nouveau, la question de qui a gagné les élections n'est pas pertinente pour notre affaire et ne change rien à l'affaire et aux crimes pour lesquels nous poursuivons M. Laurent Gbagbo. Comment ça ne peut pas être pertinent? Mais parce que nous ne faisons pas de politique. Dans le cadre d'un processus électoral, une personne est allée au-delà de la politique, au-delà du débat d'idées, en décidant que pour se maintenir au pouvoir, selon notre thèse, il devait y avoir certains actes posés qui aboutissaient à la commission de crimes. Nous avons constaté que dans le cadre d'un processus électoral, une personne a commis des crimes. La seule chose qui intéresse la Cour, c'est de savoir si ces crimes ont été commis et si cette personne est responsable pour ces crimes. Et c'est ce pourquoi nous voulons le poursuivre. C'est le droit. Si le droit commence à s'immiscer, si la justice commence à s'immiscer dans des interprétations politiques de qui a fait ça, qui a fait quoi à tel moment donné, à ce moment-là, ça ne sert à rien d'avoir une justice. Le problème, c'est que dans certains cas, le débat politique va au-delà du débat d'idées et s'immisce de lui-même dans le champ de la justice par des individus qui commettent des crimes. Pas vraiment un procès très très politique. On prend l'exemple d'Ocampo qui est déjà en décembre ciblé Blé Goudé, ciblé Laurent Gbagbo en décembre 2010. Le procureur, même avant de présenter une situation du pays, commence à cibler l'un des deux côtés. Ça, c'est une raison pour le renvoyer, franchement, selon vos propres règlements. Je ne sais pas très bien où ça va, parce que vous me posez la même question encore et encore et encore. Et parce que je n'ai pas de réponse. Mais parce que la réponse, c'est le droit. Nous sommes une institution judiciaire. Non, nous mais est-ce que cette prise de position de Ocampo en décembre 2010, est-ce que ce n'était pas prendre parti avant même de présenter une situation? Dans toutes les situations dans lesquelles nous travaillons, une partie de notre mandat, c'est de contribuer à la prévention des crimes. Donc lorsque c'est possible, nous faisons valoir et nous expliquons publiquement le fait que certains actes peuvent constituer des crimes et que les acteurs, dans un contexte électoral, on l'a fait en Côte d'Ivoire en 2010, on l'a fait en République démocratique du Congo en 2011, on l'a fait au Kenya cette année encore lors des dernières élections. Dans ce contexte-là, les gens doivent s'en tenir au débat d'idées et au débat politique et ne pas aller sur le champ de la violence physique et des crimes et que nous poursuivrons ceux qui commettent ces crimes.
et nous essayons d'agir Mais donc vous avez en termes de décidé en prévention. 2010 déjà qui avait gagné les élections, sans faire une analyse de la situation. Nous n'avons rien dit en 2010 et nous n'avons rien dit depuis sur Vous avez qui dit en a- 2010 que c'était Blé Goudet et Laurent Gbagbo que vous allez cibler. Ça n'avait rien à voir avec parler du fait de qui a gagné les élections ou pas gagné les élections. Nous avons agi dans le sens de Donc- prévention en disant, le procureur a dit, si des crimes sont commis, nous sommes compétents pour ces crimes. Nous demandons instamment à tous les acteurs de la situation de se réfréner et de ne pas commettre de crimes de la compétence de la Cour. Tu as d'autres questions? On va y aller. Il y a l'autre qui est déjà là. Une dernière question. Je voudrais mieux comprendre. Je voudrais mieux comprendre ce que s'appelle dans le langage CPI enquêter à charge et à décharge. Ça veut dire que le bureau du procureur a pour mandat et pour obligation de rassembler tous les éléments de preuve disponibles, que ces éléments de preuve soient incriminatoires ou que ces éléments de preuve soient potentiellement exonératoire contre tel ou tel individu. Lorsque nous rassemblons donc des éléments de preuve qui nous laissent à penser que M. Laurent Gbagbo pourrait être responsable de crimes et que nous identifions des éléments de preuve qui disent le contraire, qui disent que peut-être non, pour ça il n'est pas responsable, peut-être non, ici il y a quelque chose qui est potentiellement exonératoire, nous ne pouvons pas dire « Ah, je laisse ça de côté parce que ça ne va pas dans le sens de ma thèse ». Nous devons rassembler ces documents également, nous devons enquêter sur ces documents, sur ces informations exonératoires pour construire notre affaire et nous devons remettre à la défense ces éléments potentiellement exonéatoires pour qu'elle sache ce que nous avons trouvé qui va dans le sens de leur thèse et qui va peut-être à l'inverse de notre thèse. Donc c'est une obligation du bureau du procureur. Et ces éléments exonéatoires apparaissent dans le document des charges ou alors Les éléments exonéatoires sont divulgués à la défense et si vous regardez l'ensemble des éléments divulgués, nous avons divulgué avant l'audience de confirmation des charges plus de 3500 éléments. Parmi ces 3500 éléments, il y en avait presque 1 millier qui étaient des éléments potentiellement à décharge que nous avons remis à la défense évidemment. mais ces éléments ne sont pas exploités dans le document de confirmation des charges? Ils sont à la défense et c'est à la défense d'exploiter ces documents à partir du moment où nous le lui avons donné. D'accord, donc la défense doit s'appuyer sur ces éléments pour construire son discours. Doit ou peut, c'est à la défense qu'il revient de Mais déterminer vous sa n'êtes pas stratégie. obligé de tenir compte de ces éléments que vous avez trouvés dans l'élaboration de vos discours. Nous en tenons compte évidemment dans la mesure où nous donnons à la défense et nous savons que ces éléments existent et c'est à nous, dans notre travail à nous, quand nous amenons un acte d'accusation, un document contenant les charges, de dire voilà pourquoi nous pensons que c'est à charge et d'avoir pris en compte les éléments à décharge dans ce cadre-là, en se disant bon ça on ne va pas pouvoir le dire parce qu'il y a des éléments à décharge, donc a priori on ne pourra pas prouver ça. Par exemple, dans les éléments Mais ce à que nous décharge, faisons, c'est prouver pourquoi nous pensons que cette personne est coupable évidemment. En fait, ce que je n'ai pas compris, c'est que dans les éléments à décharge, il y a par exemple les preuves de ce que le 16 décembre 2010, il y a eu des combats autour de l'hôtel du Golfe entre les forces nouvelles et les forces gouvernementales ivoiriennes. Ça fait partie des éléments à décharge que vous avez transmis à la défense. Mais vous n'en parlez pas dans le cadre de votre document. Vous dites que qu'il y avait des manifestations uniquement pacifiques, alors que vous utilisez la preuve potentielle de ce qu'il y avait un aspect armé dans ces manifestations comme document, élément à décharge, mais ça n'entre pas dans votre discours, ça contredit en partie votre discours, mais je n'arrive pas à comprendre en fait quel est le procédé. C'est pour ça que cet élément est donné à la défense. Nous, dans notre document contenant les charges et dans notre acte, nous allons retenir ce qui va dans le sens de notre thèse. Et donc si nous pensons que tel incident a été s'est déroulé de telle manière, c'est ce que nous disons. Et si nous disons cela devant les juges, ça veut dire qu'ayant considéré les éléments à charge et les éléments à décharge, nous considérons que les éléments à charge l'emportent sur les éléments à décharge, quitte à la défense à prouver ou à arriver à contredire nos éléments sur la base des éléments à décharge que nous lui avons donnés. Ok, merci.